Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une machine qui a vraiment, disons, redéfini le paysage moto à sa sortie, la Yamaha MT-07. Alors pour 2025, elle arrive avec une mise à jour assez conséquente. C'est vrai que c'est un modèle qui a pendant longtemps régné un peu sans partage sur les roadsters de moyenne cylindrée. Mais bon, maintenant, elle doit affronter une concurrence, disons, plus affûtée, hein. On pense notamment à la Honda Hornet 750, la Kawasaki Z650 et puis il y en a d'autres aussi. Cette nouvelle MT-07, elle évolue sur des points importants comme le châssis, l'électronique, le look aussi, mais elle conserve son cœur, le moteur CP2 et sa puissance de 74 chevaux. Hmm. Et c'est peut-être là, justement, que ça coince un peu. La question qu'on doit se poser, avec les infos qu'on a, elle est simple, mais elle est cruciale. Cette refonte, bon, elle est bienvenue sur le papier, hein, avec ses améliorations techniques, esthétiques. Eh, Mais sans toucher à la puissance max, est-ce que c'est vraiment suffisant pour que la MT-07, elle retrouve sa couronne de reine incontestée sur un marché qui est devenu hyper bouillonnant? Alors moi, je pense que oui, absolument. Je vais défendre l'idée que Yamaha a joué une partition très très fine ici. Ils ont modernisé la MT-07 là où il le fallait, en fait, en corrigeant ses faiblesses qu'on pouvait lui reprocher, mais sans dénaturer ce qui a fait son succès, ce côté joueur, accessible. Pour moi, cette évolution, elle la replace vraiment solidement en tête d'affiche. Et de mon côté, je serais un peu plus sceptique. J'argumenterais que même si les progrès sont là, ils sont réels, ils sont importants de toute façon. Il fallait bien les faire. Le fait de rester à 74 chevaux, alors que certaines concurrentes directes, elles affichent des puissances bien supérieures, ça, ajouté à certains choix qui me semblent être un peu des compromis, ça risque de limiter sa capacité à dominer à nouveau comme elle l'a fait. C'est une bonne évolution, d'accord, mais est-ce une évolution gagnante? J'en doute un peu. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Mon argument principal, c'est que Yamaha a misé sur l'expérience de conduite globale, plutôt que sur la simple course à la puissance, quoi. Si on regarde la partie cycle, c'est-à-dire tout ce qui est tenue de route, comportement, le cadre est entièrement nouveau. Il est annoncé plus rigide de 12 à 13. Ça, c'est pas rien. Ça veut dire plus de précision, plus de retour d'infos, et sans alourdir la moto. Au contraire même, elle perd 1 kilo. Elle passe à 183 kilos tout plein fait. C'est remarquable. On a aussi une nouvelle fourche inversée, plus rigide, et de nouveaux étriers de frein radio. Ça améliore pas juste le look, hein, ça améliore aussi le feeling au freinage. Et puis les jantes, les fameuses Spin Forged, elles sont plus légères. Moins de poids non suspendu, ça se traduit direct par une machine plus vive, plus facile à mettre sur l'angle. Yamaha a clairement cherché à sublimer l'agilité qui faisait déjà la réputation de la MT-07. Oui, oui, je ne conteste pas ces améliorations sur la partie cycle. C'était attendu, c'était même nécessaire. Une fourche inversée, un cadre plus rigide. La concurrence le propose souvent, donc Yamaha, là, se mettait à niveau, on va dire. Mais mon point central, ça reste le moteur. Le CP2, ce bicylindre de 690 cm3, il est fantastique, hein, plein de couple, amusant, là-dessus on est d'accord. Mais 74 chevaux, en 2025, quand une Honda Hornet 750, elle en propose quasiment 92. L'écart est considérable. Et pour beaucoup de motards, même sur ce segment-là, la puissance, ça reste un critère. C'est pas juste une question de vitesse de pointe, c'est aussi pour les reprises, pour rouler à deux, pour le sentiment de performance globale, quoi. Yamaha a choisi de ne pas toucher à ce point précis, et je pense que c'est un pari, un peu risqué. C'est là que nos avis divergent fondamentalement. Vous voyez les 74 chevaux comme un déficit. Moi, je les vois comme une puissance suffisante, mais qui est maintenant magnifiée par tout le reste. Parce que Yamaha ne s'est pas juste contenté d'améliorer le châssis. Il y a une vraie évolution, voire une révolution électronique. L'arrivée de l'accélérateur Ride-by-Wire, le ICCT comme ils disent chez Yamaha, ça permet une gestion électronique beaucoup plus fine de l'arrivée de la puissance. Ça change vraiment la donne. Ça permet d'avoir plusieurs modes de conduite, 3, dont un qu'on peut personnaliser, un contrôle de traction réglable et qu'on peut désactiver. Franchement, ce n'est pas juste rattraper un retard, c'est donner les outils pour exploiter parfaitement ces 74 chevaux, en toute sécurité, selon les envies de chacun. On a aussi un nouvel écran TFT couleur de 5 pouces, connecté avec la navigation via Garmin. C'est une moto qui devient technologiquement
très abouti. Et il ne faut pas oublier l'embrayage assisté anti-dribble, qui adoucit le levier et surtout qui sécurise les rétrogradations en empêchant la roue arrière de bloquer. L'agrément moteur, même si la puissance reste la même, il est optimisé par une admission revue et un travail sur la sonorité. Pour moi, Yamaha parie sur un package global cohérent où la puissance est une composante, oui, mais c'est pas la seule. L'équilibre agilité, technologie, plaisir me semble ici très pertinent. Je comprends bien votre point sur l'équilibre global, et c'est vrai que l'électronique, c'est un ajout majeur et bienvenu. Le ride-by-wire, les modes, le contrôle de traction, oui, ça modernise l'expérience et ça peut aider à mieux gérer la puissance qu'on a. Mais ça ne nous comble pas le déficit face à la concurrence. L'électronique, ça ne crée pas de chevaux, hein. Et quand on parle d'équilibre, il y a certains choix qui m'interpellent un peu. Prenez l'ergonomie. Les repose-pieds sont abaissés de 10 mm. Bon, c'est présenté comme un gain de confort, et ça l'est sûrement sur les longs trajets. Mais la conséquence directe, c'est mentionné dans nos sources, c'est que la garde au sol est réduite. La moto frotte plus rapidement en courbe. Alors, est-ce que c'est pas un comble pour une machine dont on vante justement l'agilité et le caractère joueur ? On améliore la rigidité pour plus d'efficacité dynamique, mais on limite la prise d'angle possible. Ça me semble un peu contradictoire avec l'ADN Master of Torque, et puis même sur l'équipement, tout n'est pas parfait. Le shifter, cet assistant qui permet de monter et descendre les rapports sans débrayer, ça reste une option sur la version standard. D'autres concurrentes l'offrent parfois de série. Quant au design, bon, si l'arrière est plus fin, le bloc optique avant, même s'il est redessiné, il continue de diviser. C'est toujours pas un élément qui fait l'unanimité, quoi. Donc oui, il y a du mieux, beaucoup de mieux même, mais avec des mais qui, si on les cumule au déficit de puissance, m'empêchent de crier à la nouvelle reine incontestée. Abordons cet axe de l'agilité et de la technologie face à la puissance. Vous mettez beaucoup l'accent sur les chevaux qui manqueraient par rapport à la Hornet. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le critère numéro 1 pour l'acheteur type de la MT-07 ? Historiquement, ce qui a séduit, c'est cette facilité. Presque déconcertante, cette agilité de vélo, ce moteur coupleux est disponible tout de suite. Et la nouvelle MT-07, elle renforce tout ça. Le cadre plus rigide, la fourche inversée, c'est pas juste pour faire joli, ça transfigure le comportement. Les retours des premiers essais, ils suggèrent une précision en hausse, une meilleure tenue de cap, une confiance accrue. C'est ça l'efficacité réelle sur route ouverte, non ? Quant à l'électronique, elle n'ajoute pas de chevaux, d'accord, mais elle permet d'utiliser les 74 chevaux qu'on a de manière plus optimale, plus sûre et plus adaptée à chaque situation grâce au mode de conduite. Pluie, standard, sport, plus le mode perso. Ça élargit considérablement la polyvalence de la moto. Pour moi, 74 chevaux bien exploités, parfaitement secondés par une partie cycle affûtée et une électronique moderne, eh bien ça vaut bien plus au quotidien que 90 chevaux sur une machine qui serait moins équilibrée ou moins facile à maîtriser. L'efficacité globale, elle a fait un bond en avant, c'est certain. Je veux bien admettre que l'efficacité globale progresse, mais l'argument de la puissance suffisante, il a ses limites quand même. Quand vous êtes sur une voie rapide et que vous voulez doubler rapidement ou si vous roulez régulièrement à deux, ces 15 ou 20 chevaux supplémentaires de la concurrence, il faut une différence tangible. C'est pas juste une question de frime sur la fiche technique, c'est une vraie question de réserve de puissance, de confort d'utilisation dans certaines situations précises. Yamaha aurait pu, peut-être, proposer une version SP un peu plus péchue ou faire un effort pour grappiller quelques chevaux sur ce CP2, qui est un moteur capable d'en donner plus, on le sait par d'autres applications d'ailleurs. Ne pas le faire, c'est un choix stratégique, assumé j'imagine, mais qui laisse un flanc à la critique et surtout qui laisse un argument de poids à la concurrence. Et je reviens sur la garde au sol. Vous parlez d'efficacité accrue, mais si l'envie vous prend d'exploiter cette nouvelle rigueur sur une belle route qui tourne, et que les repose-pieds viennent frotter le bitume plutôt qu'avant, où est le gain en plaisir dynamique ? C'est un point qui risque de frustrer les utilisateurs les plus, disons, sportifs. C'est peut-être un détail pour certains, mais pour une moto qui a bâti sa réputation sur le fun, ce n'est pas anodin, je trouve. Justement, parlons de l'expérience de conduite, des sensations. Je pense que la MT-07 2025, loin de diluer son caractère, elle l'enrichit. Le moteur CP2, il conserve son peps à mi-régime, ce coup de pied aux fesses assez sympa, mais on y ajoute des éléments de confort et de modernité qui améliorent la vie à bord. L'embrayage anti-dribble, par exemple, c'est pas seulement plus sûr, c'est aussi moins fatigant en ville, le levier est plus souple, la réponse plus fine de l'accélérateur électronique YCCT, ça permet un dosage plus précis des gaz. Et Yamaha a même travaillé la perception sonore avec un système d'amplification acoustique via la boîte à air. L'idée, c'est pas forcément de faire plus de bruit, mais d'offrir au pilote une sonorité plus présente, plus gratifiante, même si, ok, elle n'atteint pas la complexité des MT-09 ou MT-10, comme le soulignent nos sources.
Quant à l'ergonomie, oui, les repose-pieds sont plus bas, mais le guidon aussi change de position. Il est un peu plus large, un peu plus bas et un peu plus reculé vers le pilote. Les retours indiquent que ça donne plus de contrôle, une position légèrement plus engagée, mais sans être fatigante, ce qui favorise la polyvalence. La garde au sol réduite, c'est un fait, d'accord, mais est-ce que c'est rédhibitoire pour 95% des utilisateurs sur route ouverte? J'en doute, c'est peut-être le prix à payer pour une position plus naturelle au quotidien. Je comprends l'idée d'enrichir l'expérience, mais je crains une forme d'aseptisation. La MT-07 originelle, c'était une moto un peu brute de décoffrage, simple, directe, fun, justement parce qu'elle n'était pas surchargée. L'ajout de l'électronique, de l'écran TFT connecté avec la musique, les appels, c'est bien, c'est moderne, ok? Mais est-ce que ça ne lisse pas un peu les sensations? Est-ce qu'on ne perd pas un peu de cette connexion directe homme-machine qui faisait son charme? Pour la sonorité, l'expression pas aussi travaillée que les grandes sœurs, ça suggère une amélioration modeste, pas une révolution sensorielle. Quant à l'ergonomie, ce compromis sur la garde aux sœurs reste pour moi symptomatique. On cherche à plaire au plus grand nombre, à améliorer le confort au quotidien, quitte à rogner un peu sur le potentiel sportif intrinsèque de la machine. C'est un choix qui peut séduire de nouveaux clients, certes, mais qui risque de décevoir une partie de la base historique, celle qui aimait justement ce côté outil à arsouille accessible. Et puis, il y a cette fameuse option YAMT, la boîte robotisée. C'est une innovation intéressante, unique sur ce segment. Mais ça change radicalement la nature de la moto. Et ça s'adresse à une clientèle très spécifique, renforçant peut-être cette idée d'une MT-07 qui cherche un peu à s'assagir. Regardons maintenant le positionnement global. Avec son nouveau design, inspiré de la MT-09, plus agressif, plus félin, comme disent certains, moi je trouve que la MT-07 2025 gagne en caractère et en statut. Elle fait plus grosse moto, plus moderne, même si le phare, reste un sujet de discussion pour certains. L'allure générale est plus cohérente, je trouve, plus dynamique. Et l'équipement, il fait un vrai bond qualitatif. L'écran TFT couleur 5 pouces, la connectivité smartphone pour les appels, la musique et même la navigation virage par virage via Garmin Street Cross, c'est solide. Les commodos sont plus ergonomiques, les clignotants intelligents avec arrêt automatique et fonction de signalement de freinage d'urgence, ce sont des détails, mais ça compte au quotidien et ça a la place au niveau des attentes actuelles. Face au Hornet Z650, Trident 660 et même face aux motos chinoises qui montent en gamme, eh bien la MT-07 2025 propose un package redoutablement homogène. Un look fort, un châssis sérieusement revu et corrigé, une technologie embarquée complète et ce moteur CP2 qui reste toujours aussi pertinent pour un usage routier fun et polyvalent. La puissance, ce n'est qu'une partie de l'équation. Son équilibre général, son agilité de référence, le plaisir qu'elle distille et sa modernité retrouvée sont, à mon sens, des arguments massifs pour qu'elle séduise à nouveau et reprenne sa place de leader. Je vois un package amélioré, oui, c'est certain, mais pas forcément un package de leader incontesté. Le design, même revu, il conserve ce point de friction potentiel avec le phare avant. Et dans un segment où l'achat coup de cœur est fréquent, ce n'est pas négligeable. L'équipement progresse, d'accord, mais des lacunes persistent face à une concurrence qui est parfois plus généreuse. Le shifter en option sur la version standard, c'est un peu dommage quand même. L'absence apparente de régulateur de vitesse de série, même si c'est peut-être moins crucial sur ce type de moto, ça peut être noté. La MT-07 se met à jour, oui. Elle coche les cases attendues, mais elle n'innove pas radicalement sur l'équipement au point de distancer tout le monde. Et on en revient toujours à ce moteur. Face à une Hornet 750 qui offre non seulement plus de puissance, mais aussi un équipement très complet pour un tarif souvent agressif, ou une Trident 660 avec son 3 cylindres séduisant, la bataille est rude. La MT-07 2025 est sans doute mieux armée qu'avant. Elle a corrigé ses principaux défauts, ok. Mais la concurrence a aussi progressé, et souvent avec des arguments de performance plus marqués. Elle se repositionne bien, elle sera certainement un succès commercial, ça j'en doute pas, mais reprendre une domination écrasante, le combat s'annonce bien plus serré qu'auparavant. L'équilibre c'est bien, mais parfois, un argument massu, comme la puissance, ça peut faire pencher la balance pour l'acheteur. Pour conclure, je maintiens que la Yamaha MT-07 2025 est une refonte intelligente et parfaitement ciblée. Yamaha a su préserver l'âme de la MT-07, son agilité, son moteur coupleux et fun, tout en la projetant dans la modernité grâce à un châssis transfiguré et une électronique complète. Elle gagne en rigueur, en précision, en polyvalence et en équipement. C'est une moto plus mature, plus complète qui offre un équilibre global remarquable.
Pour moi, c'est cet équilibre, cette homogénéité, plutôt que la seule fiche technique de puissance, qui lui permettra de rester la référence majeure et de séduire massivement sur ce segment très disputé. Il se conclurait en disant que si cette évolution 2025 est une amélioration significative et nécessaire, qui rend la MT-07 bien plus désirable et compétitive qu'elle ne l'était devenue ces derniers temps, eh bien le choix de conserver la puissance moteur de 74 chevaux face à des rivales directes nettement plus puissantes, ça laisse planer un doute sur sa capacité à reconquérir une hégémonie incontestée. Les progressions là, sur le châssis, l'électronique, le look, c'est une très bonne mise à jour, vraiment. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire oublier le déficit de chevaux et certains petits compromis ? La réponse, je pense, ne sera pas la même pour tous les motards. La bataille pour le trône des mid-size reste, à mon avis, plus ouverte que jamais. Ce qui ressort de notre échange, c'est bien la richesse et la complexité de ce segment des roadsters mid-size. Le choix ne se résume pas à une seule caractéristique, c'est clair. C'est un arbitrage constant entre la performance pure, l'équilibre dynamique, le niveau technologique, le design et bien sûr le plaisir de conduite qu'on ressent. Tout à fait. Le matériel qu'on a analysé montre bien cette tension. Les constructeurs doivent sans cesse améliorer leur modèle phare pour rester dans la course. Cette nouvelle MT-07 illustre parfaitement ce défi et il appartiendra à chaque motard de déterminer où se situent ses priorités et quel compromis lui convient le mieux. Et il y a certainement encore beaucoup à dire et à analyser en comparant plus en détail cette MT-07 2025 à ses rivales directes, bien sûr.